Quand beaucoup de gens pensent aux médiévaux, ils imaginent des châteaux et des chevaliers sur des chevaux blancs sauvant des demoiselles en détresse, ou peut-être des paysans superstitieux et rétrogrades dont la seule pensée est de travailler dans les champs et de servir leur seigneur. Il peut être surprenant de découvrir qu'il y a eu de grandes innovations au Moyen-Âge, comme l'horloge mécanique, la presse à imprimer et surtout les cafés. Mais c'est dans la construction que nous pouvons voir que les médiévaux ont poussé leur ingéniosité à la limite. Des ponts aux cathédrales et des murs aux villes, remontons le temps et jetons un coup d'œil à certaines de ces prouesses d'ingénierie médiévale. Bienvenue à la folie médiévale. Dieu a créé le monde, mais les Hollandais ont créé les Pays-Bas. Commencé au 8e siècle, ce fut un projet énorme qui a vu le peuple hollandais récupérer des milliers de kilomètres carrés de terre de la mer du Nord. Entre les années 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ, le niveau de la mer a baissé dans les parties nord des Pays-Bas. Au début du Moyen-Âge, pour protéger leurs maisons et parfois des villages entiers des inondations, les gens les bâtissaient sur des terpènes, des monticules de terre. De petits digues et barrages ont aussi été bâtis à cette période. Le premier polder, construit au XIe siècle, avait pour but de drainer les zones humides pour les rendre agricoles. De plus petites bandes de terre ont été récupérées en les remplissant de sable et d'autres matériaux autour des ports et des zones plus urbaines. Les villes d'Amsterdam et de Rotterdam ont été agrandies de cette manière. Dès le XVe siècle, les moulins à vent ont révolutionné le processus de pompage et de drainage de vastes étendues d'eau, le rendant bien plus efficace. Il y a eu cependant des revers, comme l'inondation du jour de Saint-Lucius en 1287 qui a tué bien plus de 50 000 personnes mais a créé la Zuiderzee lorsque les digues ont cédé sur la côte. Ce processus de récupération a mené la Hollande à devenir l'une des sociétés les plus égalitaires et sans classe de l'Europe médiévale de l'Ouest. Incroyablement, aujourd'hui environ la moitié des Pays-Bas faisait autrefois partie de la mer. Voir l'inondation. L'inondation annuelle du Nil était cruciale pour la civilisation égyptienne et une partie vitale du cycle agricole. Le nilomètre était une structure qui mesurait les niveaux d'eau pendant la saison des inondations de juillet à novembre. Le nilomètre le plus célèbre a été construit sur l'île de Rhoda à Fusta, aujourd'hui le Caire, capitale de l'Égypte. Sa construction a été ordonnée vers 862 après que le précédent ait été détruit environ 15 ans plus tôt par une inondation. Le nouveau se dresse toujours aujourd'hui à la pointe de l'île. Le nilomètre de Rhoda a été conçu par l'astronome Alphaganus et se compose de deux composants principaux, un puits et une colonne. Au moins 1300 mètres ou 4265 pieds de terre ont dû être enlevés pour créer le puits qui est bordé de pierres. Pour empêcher la colonne de s'enfoncer dans l'argile, elle était soutenue par une fondation de troncs d'arbres massifs. On accède à la structure par un escalier en colimaçon qui s'enroule autour du mur intérieur. Le puits a 3 étages et est circulaire en bas mais rectangulaire en haut, avec 3 tunnels qui canalisent l'eau du Nil dans la fosse. Le géographe du Xe siècle, Al-Magadassi, a été impressionné par la compétence du nilomètre à prédire une récolte suffisante ou abondante, ou une sécheresse extrême qui était désastreuse pour les gens et généralement suivie de famine et de maladies. Quand les niveaux étaient alloués trop haut, des enfants en turban jaune courèrent dans la rue pour prévenir les gens du désastre imminent. Le dragon de terre, la Grande Muraille de Chine. La plupart des gens pensent à la Grande Muraille de Chine comme à une construction ancienne. Et la construction a bien commencé au 7e siècle avant Jésus-Christ, mais les sections les plus connues ont été construites pendant la dynastie Ming, qui a commencé en 1368 et a duré plus de 300 ans. Des murs plus anciens ont été bâtis pour se protéger des tribus nomades aux frontières nord, mais ils se sont effrités au cours des siècles. L'échec de l'armée Ming à prendre l'avantage sur les Mongols durant la Longue Guerre a eu un impact néfaste sur l'Empire. Ming a commencé à construire une fortification plus solide et plus élaborée, utilisant des briques et des pierres plutôt que des remblais de terre compactés. Les défenses ont été renforcées avec l'ajout de tours de guet, casernes et stations de signalisation. La Grande Muraille était aussi utilisée pour contrôler les frontières et réguler les échanges commerciaux le long de la route de la soie. Près de 9000 km de murs ont été bâtis au Moyen-Âge. Aujourd'hui, la Grande Muraille de Chine s'étend sur plus de 21 000 km étonnants. Une ville pas comme les autres, Bagdad. La nouvelle capitale de Bagdad a été fondée en 762 et conçue par le calife abbasside Al-Mansour.
Selon le livre du XIe siècle, l'histoire de Bagdad, ou la ville de la paix comme on l'appelle aussi, citation, « Aucune autre ville ronde n'était connue dans toutes les régions du monde ». Les travaux de construction ont été planifiés avec tant de détails que le projet a été terminé en seulement 4 ans. Le mur de la ville circulaire le plus externe se dressait à plus de 24 mètres de haut et était surmonté de créneaux adjacents à des bastions. Un profond fossé entourait toute la ville. 100 000 hommes ont été amenés pour étudier et construire Bagdad, y compris des architectes, des ingénieurs, des forgerons et des charpentiers. 4 portes centrales ornaient les murs extérieurs menant chacune au centre-ville. Il y avait un réseau de voies navigables, d'arcades voûtées, de maisons, du palais d'Al-Mansour et d'une grande mosquée. Le site a été choisi en raison de son lien avec les routes commerciales, sa géographie et sa proximité avec l'eau. Bagdad est devenu un centre d'apprentissage au 8e et 9e siècle. Une merveilleuse voie d'eau, le Naviglio Grande. En 1179, les travaux ont commencé sur un canal d'irrigation dans le nord de l'Italie et le Naviglio Grande, ou Grand Canal, est devenu l'un des plus grands projets d'ingénierie du Moyen-Âge. Il a probablement débuté comme un fossé défensif pour repousser la menace de Frédéric Barberousse, l'empereur du Saint-Empire romain qui voulait contrôler le royaume d'Italie. En 1177, les travaux d'expansion ont continué et un barrage a été construit pour détourner l'eau de la rivière Ticino. En utilisant uniquement des pioches et des pelles, la section de 30 km connue sous le nom de Navigium di Gazzano a pris plus de 50 ans à terminer. En 1239, des prisonniers de Turbigo ont été recrutés pour accélérer la construction. En 1258, le Grand Canal avait atteint Milan, s'étendant sur près de 50 km et irriguant plus de 500 km² de terre. D'ici 1272, tout le canal était navigable. À certains endroits, il avait une largeur de 50 mètres. Ce développement a stimulé le commerce de marchandises comme le vin, le sel et les céréales transportées jusqu'au lac Majeur, ainsi que le bétail, le fromage et le charbon ramené de Suisse. Piliers et arches, la construction de ponts médiévaux était une entreprise hautement sophistiquée. Il fallait d'abord établir les piliers de fondation, puis de nombreuses couches de bois devaient être enfoncées dans le sol avec des tonnes de terre emballées entre elles. Une fois l'anneau étanche, des seaux étaient utilisés pour retirer l'eau jusqu'à ce que le lit de la rivière soit exposé et que les fondations du pont puissent être posées. Quand 2 piliers étaient installés, une arche en bois temporaire les reliait et des pierres y étaient empilées. L'arche en pierre ne pouvait être révélée qu'une fois la clé de voûte finale posée et l'arche en bois retirée, reliant solidement les 2 piliers. L'un des plus grands ponts médiévaux était celui qui traversait le fleuve Rhône à Avignon, nommé Pont Saint-Bénézet. Construit en 1234, il comptait 22 arches en pierre et s'étendait sur 900 mètres. Il a même été construit sur un chemin courbé pour s'adapter à la position des îles dans le fleuve. Aujourd'hui, seulement 4 des arches ont survécu. Le pont Charles à Prague enjambe la rivière Vltava et mesure un impressionnant 526 mètres. Initialement appelé pont de pierre, sa construction débutée en 1357 a fait de Prague une importante route commerciale entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Le pont est toujours utilisé par les piétons tous les jours. Les moulins à eau exploitant l'eau, le barrage de Bersacle. Pour les médiévaux. Dans la ville de Toulouse, en France, les moulins positionnés sur la rivière Garonne au barrage du Basacle étaient les considérés par l'écrivain français François Rabelais comme les plus puissants du monde. Le Basacle a débuté comme un gué traversant la rivière, basical signifiant petit gué. Le barrage mentionné pour la première fois en 1177 a été construit en diagonale sur 400 mètres à travers la Garonne. Il a été construit avec des milliers de poutres de chêne plantées dans le lit de la rivière. Chaque poutre mesurait environ 6 mètres de long et les espaces entre elles étaient remplis de terre, de gravier et de pierre. Le barrage était protégé des débris flottants par des brise-lames. Le barrage a canalisé l'eau vers des dizaines de moulins, permettant de produire assez de farine pour nourrir des milliers de personnes. Vers 1250, un groupe local d'hommes importants a formé la compagnie de mouture basique et a partagé tous les profits réalisés. Les actions étaient échangées à Toulouse sur le marché libre et à ce titre, le syndicat a été décrit comme l'un des premiers exemples d'une société par action. L'entreprise a survécu pendant des siècles, même après que le Basical a été converti en centrale hydroélectrique en 1890. L'entreprise a été nationalisée en 1946. Une porte vers le divin, les cathédrales gothiques. Pendant le Moyen-Âge, la population croissante et la richesse des villes européennes ont créé chez les gens le désir de produire des bâtiments plus grandioses.
La religion dominait la société et en ce qui concerne l'église, la taille était importante. Il fallait accueillir un nombre croissant de pèlerins et leur lieu de culte devait être plus grand, plus haut, plus lumineux et plus impressionnant que tout ce qu'ils avaient de vu auparavant. Des cathédrales ont été érigées dans toute la chrétienté, telles que celle de Cologne en Allemagne, la plus vaste d'Europe du Nord pouvant accueillir jusqu'à 8000 personnes, ou Amiens, la plus grande cathédrale de France, achevée en 1270. Selon la tradition orale locale, lorsque les membres du chapitre de la cathédrale de Séville se sont réunis pour construire la plus grande église gothique du monde, ils ont dit, je cite, « Construisons une église si belle et si grande que ceux qui la verront achevée nous prendront pour des fous ». Il est stupéfiant de penser comment ces merveilles architecturales ont été construites avec seulement les ressources et la main-d'œuvre disponibles pendant le Moyen-Âge. Leurs intérieurs ouverts avec d'immenses plafonds voûtés, des contreforts volants, de vastes arches pointues et des vitraux complexes sont toujours à couper le souffle même aujourd'hui. En 1311, la cathédrale de Lincoln est devenue la plus haute cathédrale du monde. Son clocher a atteint une hauteur de plus de 160 mètres, soit 525 pieds, et a été le plus haut bâtiment du monde entre 1311 et 1548, lorsque le clocher a été détruit lors d'une tempête. L'ingénierie au Moyen-Âge ne concernait pas seulement la construction, elle visait à créer un patrimoine. Contrairement aux idées reçues, les médiévaux n'étaient pas simplement un groupe de personnes superstitieuses et arriérées. Au Moyen-Âge, il y a eu de magnifiques réalisations conçues par des esprits brillants dotés de vision, de talent et d'espoir. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre. D'ici là, j'espère que tout le monde passera une semaine fantastique. À la vôtre!